Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente les textes réunis et édités par Catherine Grabet, écriture scientifique et écriture sous contrainte de l'UMONS, Université de Mons. Écriture scientifique et écriture sous contrainte. Textes réunis et édités par Catherine Grabet, Université de Mons, service de communication écrite, collection, travaux et documents, numéro 5, 2014. Cet ouvrage est publié sous la direction de Catherine Gravet par les services de communication écrite de la faculté de traduction et l'interprétation, École d'interprétation internationaux, membre de l'Institut de recherche en sciences et technologies du langage, Institut du langage de l'Université de Mons. Introduction. En fondant l'ouvrage de littérature potentielle, L'Oulipo en 1960, Raymond Queneau, François Le Lyonnais et quelques autres écrivains et mathématiciens avaient pour objectif d'inventer une nouvelle écriture. Comment? En se forçant à respecter des contraintes. Parmi la longue liste de ces contraintes créatives, citons la méthode S+7 à conseiller pour divertir les jeunes durant les longues soirées d'hiver, tout en les instruisant. Il s'agit de remplacer chaque substantif du texte par le septième mot trouvé après lui dans le dictionnaire. Ainsi, la célèbre fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, devient-elle la simèse et la fraction? Délicieusement absurde, n'est-il pas? Que dire alors de l'exploit réalisé par Georges Perec en 1969 dans son roman L'hypogrammatique, la disparition, la voyelle E, A, belle et bien disparue. Pour les Oulipiens, la contrainte est la source de toute création. N'en va-t-il pas même pour les scientifiques? Qu'on en désigne les vices ou qu'on idolâtre leurs vertus, les contraintes à des degrés divers présents sous toute forme d'écriture. Il est certes plus habituel de discuter de mérite que les textes scientifiques. C'est que le discours scientifique est un genre bien plus hybride que le poème, laissant dans l'implicite les règles que la tradition se chargeait de perpétuer. Les enseignants, jusque dans les années 1980, se préoccupaient peu d'enseigner l'écriture scientifique. Le champ des littératies universitaires n'était pas encore constitué. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes se penchent sur la question, essentiellement des linguistes, des philologues et des didacticiens. Prenons-en pour preuve la création en 2014 à l'Université libre de Bruxelles d'un groupe de recherche en littératie universitaire, des didactiques, des écrits scientifiques LUD. Marie-Christine Paulet, fondatrice du groupe, assemblée par moins de 17 chercheurs et chercheuses qui ont adhéré aux objectifs de recherche dans ce champ et qui contribuent désormais en réseau à l'élaboration d'une dialectique et de l'écrit en contexte académique. En février 2014, à Mons, nous réunissons quelques collègues, quelques-uns des futurs membres de l'UD, pour tenter de répondre ensemble à des questions que nous nous posions et que nous avions lancées autour de nous. La rédaction d'une synthèse ou d'un rapport, d'un mémoire ou d'un travail de fin d'études, d'un texte de vulgarisation, d'un article scientifique, d'une thèse de doctorat demande des compétences stylistiques, peut ou doit répondre à des conventions ou des normes qui ne sont pas toujours explicites, lesquelles, si ces normes existent, elles ne sont pas toujours comprises ni appliquées. Pourquoi? L'objectif communication varie-t-il? Les publics auxquels ces textes sont destinés déterminent-ils l'application de conventions différentes? Écrit-on pour des experts ou des pairs comme on écrit pour un plus grand public? L'écrit scientifique est-il élitiste? Quelle est la marge de liberté dont dispose l'auteur ou le scripteur? L'écrit du scientifique a-t-il un style? Si oui, quelles sont ses caractéristiques? Enseigne-t-on ce style? Si oui, comment? D'où viennent les prescriptions qui lui seraient applicables? Ces caractéristiques répondent-elles à une nécessité? Sont-elles constantes dans le temps et dans l'espace? Changent-elles en fonction de la discipline concernée ou de la langue utilisée? L'écrit scientifique s'immisce-t-il dans le littéraire? Quelle fonction remplit-il alors? Peut-on comparer l'écriture scientifique à d'autres écritures? Etc. Nous verrons ici quelques réponses précises aux questions que se posent d'une part les enseignements quand ils enseignent l'écrit et ou corrigent des textes comme des mémoires par exemple,
D'autre part, les chercheurs qui veulent publier ou qui publient dans diverses revues scientifiques. Dans la première partie sont rassemblées des contributions qui abordent le discours scientifique dans une ou plusieurs de ces dimensions singulières mais dont les auteurs ne se positionnent pas comme didacticiens. Jean-Marc Deface, convaincu que le discours scientifique a son histoire, ses normes, ses modèles, ses variantes, ses présupposés et ses préjugés, estime qu'il doit faire l'objet d'analyses critiques systématiques. La réflexion ouvre la voie à de nombreuses perspectives qu'il convient d'aborder avec prudence. Si Pierre Gélis, physicien, intervient sur la question de l'écriture scientifique, ce n'est certes pas un linguiste, mais parce qu'il a acquis une longue expérience dans l'écriture d'articles et dans l'édition de revues scientifiques, qui lui permet de bousculer certaines idées reçues où on ne présente plus Tilde Barboni, romancière et dramaturge, scénariste de bande dessinée, sait-on qu'elle est psychologue clinicienne et qu'elle a travaillé comme chercheuse dans un laboratoire. Elle est en tout cas particulièrement bien placée pour comparer ces deux pratiques ou processus d'écriture, le versant imaginaire et le côté rigoureux de la production scientifique. Dans son essai consacré à Claire Lejeune, la poésie en avant, Luce Wilquin, 2005, Martine Onoupré mettait en avant la démarche ambitieuse qui guidait ces autodidactes rigoureuses, construire sa pensée sur une base analogique. On voit ici comment la poétesse réécrivait ses textes, l'atelier par exemple, pour qu'ils correspondent exactement à sa pensée. Marie-Christine Pollet, qui a de nombreuses publications en son actif, dans le domaine des littéraires, s'interroge sur le positionnement du chercheur et sa stratégie. Elle dégage principalement la tension qui existe entre dimension argumentative et exigence d'objectivité. Elle plaide ensuite pour un apprentissage de l'écrit scientifique. Quant à Serge Deruet, sa réflexion sur son cours Méthode de recherche en sciences politiques l'amène à redéfinir les enjeux que recouvre l'enseignement de la recherche à l'université et à relativiser en particulier la notion d'objectivité en matière de rédaction scientifique. La seconde partie du présent volume regroupe les travaux des didacticiens soucieux d'apporter directement une aide concrète à leurs étudiants ou à leurs collègues. Isabelle Delcamp essaie de déterminer si l'article scientifique peut servir de modèle au mémoire et dans quelle mesure le mémoire libéré des 8 modèles peut se constituer en genre spécifique. Caroline Shepers passe en revue une douzaine de manuels ou guides destinés aux mémorants et aux doctorants, est censé les aider à rédiger et elle détermine quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'écriture scientifique et plaide pour la professionnalisation des directeurs de mémoire ou de thèse, pour évoquer l'exercice de synthèse de textes qu'elle pratique avec ses étudiants. Laurence Piropan a recours à la métaphore de la recette de cuisine qu'elle file dans sa contribution, sorte de vade-mecum précis de l'enseignement. Caroline Gorieux, qui terminait alors sa thèse en littératie universitaire, envisage, d'après les travaux de Sylvie Plane, 5 catégories de contraintes que rencontrent les étudiants journalistes au moment de rédiger leur mémoire d'application ainsi que des pistes didactiques pour ajuster les consignes. Béatrice Costa propose une démarche d'appui aux étudiants qui entament la rédaction de leur mémoire de traduction et réfléchit à son efficacité. Nos remerciements vont bien entendu à tous ceux qui ont participé directement et indirectement à la journée d'études du 27 février 2014, et en particulier à Thierry Fauveau, Claire Éloi, Elisabeth Castado, Vincent Ancar et Carlo Plumbieri. Nous remercierons aussi toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage collectif. Sans vous, il n'aurait pas vu le jour. De quelques points de vue sur les discours scientifiques. Jean-Marc Deface, l'Université de Liège. Prolégomène à l'analyse du discours scientifique. Qu'est-ce? Pourquoi? Par qui? Comment? On n'en prendra jamais assez de précautions à l'occasion d'un colloque, d'un ouvrage ou d'un discours consacré au discours scientifique, en précisant dans quelle perspective et avec quel objectif on l'abordera,
sous peine de commettre non seulement de malheureuses erreurs méthodologiques, mais aussi de dédommages confusions intellectuelles, voire de dangereux équivoques idéologiques. Le linguiste décrira d'abord les propriétés du discours scientifique, à commencer par celles qui justifient que l'on envisage comme un discours spécifique au-delà ou en deçà des différentes formes qu'il peut prendre et qui le rendent connaissable parmi d'autres genres dont il partage pourtant des caractéristiques ou le même contexte. Ces traits pertinents peuvent être d'ordre linguistique, sémantique, pragmatique, le mieux étant que ces trois niveaux d'analyse se combinent et se renforcent mutuellement pour identifier, constituer le genre en tant que tel, précédé de l'article défini ou singulier le discours scientifique. Une fois le genre fixé, il restera au linguiste à en décrire les variantes internes, ainsi que les rapports avec d'autres genres apparentés. Ainsi, notre genre du discours scientifique peut-il être décomposé ou décliné en sous-genres en fonction d'un ensemble de critères dont on appréciera les pertinences et la cohérence au cas par cas. Le discours scientifique oral est écrit, formel ou informel, des sciences humaines ou des sciences exactes, de recherche, d'enseignement ou de vulgarisation, de la communication, de la conférence, de l'article, du compte-rendu de la thèse dans telle discipline, telle perspective, telle revue, etc. Comme tous les discours, le discours scientifique participe par ailleurs à un intertexte dont il se distingue et se nourrit à la fois. Comment et pourquoi, dans tel environnement discursif, la différencier des discours académiques, professoriaux, techniques, politiques, littéraires, journalistiques, administratifs, etc., qui peuvent lui être associés dans certaines circonstances et auxquels il peut rassembler dans certaines de ses formes. Ici encore, la science est appelée à trancher dans le continuum et le foisonnement de la réalité. Le problème se complique dans les sciences humaines, où le discours sert à la fois d'instrument et d'objet d'étude aux scientifiques, qui se trouvent donc dans une intenable situation de juge et partie. Nous sommes nous-mêmes doublement enfermés dans cette irrémédiable aporie quand nous ambitionnons d'analyser scientifiquement le discours scientifique. Impossible d'éviter que les deux discours, celui que l'on élabore et celui que l'on décrit, en renvoient l'un à l'autre, raison pour rester très prudent concernant nos prétentions comme devant les résultats de nos spéculations. L'analyste du discours étudiera les conditions des évolutions de ce discours scientifique ou de ses variantes pour montrer combien il est dépendant des circonstances culturelles, historiques, idéologiques dans lesquelles il est pratiqué, que les représentations du monde sur lesquelles il repose ou qu'il véhicule sont d'autant plus prégnantes qu'elles sont discrètes, ignorées ou déniées. Est révolue l'époque où les scientifiques croyaient que leur discours était neutre, transparent, aussi vrai que le serait leur théorie. Leurs langues et sciences sont incertaines, situées, relatives l'une que l'autre, et leur rapport réciproque est aussi instable et discutable qu'inévitable. Le degré zéro de l'écriture est un effet de style et le recours à une langue étrangère comme l'anglais, que l'on voudrait clean de tout résidu affectif ou culturel, est un alibi. Mais connaître cette évidence relève de la naïveté ou de la compromission. Ce que nous appelons ici aujourd'hui le discours scientifique n'est pas plus universel qu'intemporel. Nos représentations scientifiques du monde et les discours au travers desquels elles se manifestent ne sont pas les mêmes ailleurs, ne seront pas les mêmes demain, espérons-le. Ils varient et évoluent avec leurs usages et leurs usagers, pourvu qu'on leur en laisse la liberté. Les uniformiser et les figer au nom du progrès est une contradiction en soi et serait une calamité pour l'humanité qui sacrifierait ainsi son avenir à une conception unique et tyrannique de ce progrès. C'est alors au tour des philosophes de la langue et des sciences d'intervenir pour s'interroger sur le savoir scientifique, ses principes, ses enjeux, ses conditions de vérité, ses différentes disciplines, et sur les propriétés des descriptions et des explications que ces derniers donnent du monde par rapport à celles qu'en donnent les discours religieux, poétiques, politiques, juridiques, par exemple.
On le sait, tout discours et même tout regard dans un même mouvement modifie, crée même l'objet qu'il observe en l'isolant et en le sortant de la confusion et de l'indifférence du monde. La charge des cognitivistes dont la perspective et l'emprise ne cessent actuellement de se développer, à l'instar des structuralistes de naguère, établir des rapports entre, d'une part, ces discours qui permettent d'élaborer, de transmettre, de critiquer les connaissances, et d'autre part, les capacités mécaniques, stratégiques, cérébrales qui permettent de créer, de raisonner, de comprendre, d'apprendre, d'abstraire, de mémoriser, d'argumenter, ainsi que d'appréhender la réalité et de communiquer avec autrui. Avec eux, on actualise en quelque sorte l'équation pensée, langue, monde des grammariens de Port-Royal. On peut s'attendre chaque jour à de nouvelles découvertes de leur part, importantes pour tous les chercheurs curieux de savoir comment fonctionne leur outil de travail, le cerveau, et combien leurs théories doivent aux structures et aux processus de leur intelligence qui leur échafaudent. Importante aussi pour ceux qui ont comme métier non seulement de pratiquer la science, mais de l'enseigner. En effet, parallèlement aux diverses disciplines ci-dessus mentionnées, non exhaustivement, il faut enfin parler du rôle des didacticiens, des professeurs, des linguistes chargés d'initier les jeunes étudiants au discours pratiqué au niveau d'études supérieures auxquelles ils viennent d'accéder, à les former aux exigences de la rédaction, de l'argumentation, de la rhétorique scientifique, de la discipline dans laquelle ils veulent se reconnaître et peut-être faire carrière. Pour le bien de leur progrès, ces professeurs sont bien obligés d'adopter une attitude normative et prescriptive, quand bien même ils sont convaincus que les règles enseignées sont conventionnelles, donc contestables, compte tenu que la réussite d'un progrès scientifique dépend de la publication d'un article dans telle revue de tel pays, il est préférable de se conformer aux exigences explicites et attentes implicites de ce comité de lecture, que ce soit sur le plan de la forme ou sur celui de l'argumentation et de la perspective épistémologique. Si l'originalité et la créativité sont les bienvenues, encore faut-il qu'elles s'en tiennent à certaines limites acceptables aux yeux des évaluateurs, comme pour l'orthographe, dont la plupart des linguistes contestent les principes arbitraires et regrettent les impacts négatifs. On est malgré tout contraint de respecter les règles et les habitudes du discours scientifique, pourtant toujours temporaires et relatives, sous peine de se voir pénalisé ou tout simplement de ne pas être diplômé d'abord. Publié ensuite, la société peut bien fonctionner ainsi, pourvu que des canaux alternatifs soient disponibles, accessibles, où le renouvellement des paradigmes puisse se préparer. Les professeurs sont donc pris entre deux exigences, celle de préparer les étudiants à partir au système ambiant, à s'y faire apprécier, et celle de ne pas les formater à ces exigences et de ne pas les décourager à prendre des initiatives, non seulement au sein du système, mais surtout en dehors pour en changer les règles, quand bien même ils enseignent des conventions, ne serait-ce que celles de l'orthographe, et qu'ils recommandent à ses étudiants de les respecter. Le professeur n'est pas tenu de les cautionner scientifiquement, il est plutôt de sa responsabilité de susciter une démarche critique chez ces jeunes interlocuteurs qui pourront à l'avenir participer activement à l'évolution, de préférence à l'amélioration du dit système. Pour conclure ces quelques réflexions, on dira qu'il convient, premièrement, de développer ces différentes perspectives et bien d'autres encore indispensables à la bonne intelligence et pratique du discours scientifique. Deuxièmement, de les distinguer clairement l'une et l'autre pour éviter pétition de principe, parti pris ou méprise. Troisièmement, de le croiser quand les décisions scientifiques, pédagogiques ou même politiques doivent être prises, car c'est seulement grâce à ces éclairages différents qu'on peut prendre conscience des enjeux intellectuels, culturels et sociétaux, des fonctions et fonctionnements du discours scientifique.